Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Hyundai Bayon. Et le Hyundai Bayon, c'est quoi? Eh bien, c'est le nouveau SUV compact du segment B de Hyundai. Mais vous allez me dire, Hyundai n'a pas déjà un SUV compact du segment B avec le Kona? Eh bien si, et c'est ça qui est étrange, c'est que ce Bayon joue exactement dans la même cour que son frère, puisque avec 4,14 m, il est seulement 2,5 cm plus court qu'un Kona. Et en fait, ce qui va vraiment différencier ce Bayon d'un Kona, eh bien, c'est le positionnement. C'est-à-dire que le Kona gardera son positionnement un petit peu plus fun, un petit peu plus décalé, un peu plus haut en couleur tel qu'on le connaît depuis son lancement, alors que ce Bayon aura vraiment la tâche de jouer le véhicule rationnel, le SUV familial. Au niveau du style, ce Bayon est très affirmé, comme tous les derniers produits du constructeur coréen. On a donc ces grands feux ici en deux parties. Là aussi, c'est quelque chose de commun avec le Kona. On a cette énorme calandre ou pseudo-calandre, puisqu'en fait la prise d'air se limite dans cette partie-ci, le reste est uniquement de la décoration si je puis dire. Et puis sur cette version en finition techno, on a également droit au ski en imitation aluminium ici au bas du bouclier. Tout ça apporte une vraie personnalité à l'avant en tout cas. La partie arrière n'est pas en reste, elle est également très travaillée avec notamment ces feux rejetés ici sur les flancs et puis ce bandeau lumineux traversant sur toute la largeur du haillon. Haillon qui est lui-même en partie noir pour contraster avec la couleur de carrosserie. Et puis le bouclier est très imposant. Et puis on retrouve ce genre de pseudo-diffuseur gigantesque avec ici encore ces skis façon aluminium en bas du bouclier. Mais la vraie force de ce Bayon, ce qui va vraiment le distinguer du Kona, eh bien c'est son habitabilité et son espace intérieur, puisque comme je le disais, il doit jouer le rôle de familial. Eh bien il propose un coffre de 411 litres et ça c'est beaucoup plus qu'un Kona, puisque le Kona dans sa version maximale en propose 374. Alors on a un coffre avec malheureusement un plancher, un seuil de chargement qui n'est pas tout à fait plat. On a ici cette petite marche qui sera sans doute pas toujours très pratique. Et puis on a un double fond sous lequel on trouve la batterie du système micro-hybride 48 volts. Car oui, l'une des autres particularités de ce Bayon, c'est qu'il ne sera proposé qu'avec des motorisations classiques, à savoir les moteurs essence assistés, comme je le disais, d'une micro-hybridation 48 volts qui servira donc juste un petit peu à assister le moteur thermique dans les phases de redémarrage et dans les phases de roulage à très basse vitesse. Par contre, ce Bayon n'aura pas droit aux motorisations hybrides et électriques qui font la force du Kona. Les places arrière permettent à un adulte de prendre place facilement. Voilà, là, avec personne d'1,80 m assise devant, j'ai encore beaucoup d'aisance aux genoux. Les sièges sont bien dessinés. Ce sera très confortable pour les longs trajets. Et puis l'appui-tête se relève suffisamment haut pour permettre à un adulte de s'installer vraiment confortablement. En revanche, à part des enfants, il ne faudra pas espérer caser 3 personnes sur la banquette arrière. À bord, l'habitacle est identique à celui du i20 Hyundai, n'a pratiquement pas retouché le tableau de bord par rapport à la compacte. Et on retrouve donc ce double écran, donc sur la version techno, en tout cas sur les versions haut de gamme comme celle-ci. On retrouve donc l'écran de 10,25 pouces au centre pour tout l'infodivertissement, et puis la dalle de 8 pouces ici face au conducteur pour les paramètres de conduite. Pour le reste, l'ergonomie est très soignée, on a de nombreuses commandes physique pour la climatisation notamment, donc ça c'est très bien, ça permettra de tout régler d'un seul clic sans devoir passer par des sous-menus dans l'écran. Et puis le volant comporte également de très nombreuses fonctions, que ce soit ici pour désactiver l'assistant de conduite, donc le maintien dans la voie d'un seul clic, ce qui est également une bonne chose. Et puis on peut faire varier les paramètres d'affichage en cliquant ici sur cette commande qui permettra donc d'afficher soit l'ordinateur de bord, la navigation ou encore les assistants de conduite. L'écran central comporte tous les menus habituels d'une Hyundai, donc la navigation, téléphone, le couplage avec Android Auto et Apple CarPlay également. Et puis ici, on retrouve ces commandes tactiles qui permettent d'accéder directement à l'une ou l'autre catégorie, donc la navigation. On peut donc faire une recherche, précédente navigation, carnet d'adresses, etc. pour accéder à la radio, aux médias, et bien sûr à la configuration, à tous les paramètres généraux. On retrouve également ici en bas de la console 2 prises USB classiques, une petite prise allume-cigare 12 volts au milieu, et puis ici la désactivation ou l'activation d'ailleurs des caméras, des capteurs de recul ou encore le sélecteur de mode de conduite. Il faut reconnaître que si l'ensemble se montre plutôt ergonomique, en revanche d'un point de vue présentation, c'est vraiment très austère. Regardez, on est quand même sur une finition techno, donc qui est pratiquement le haut de gamme, puisqu'il reste juste au-dessus la finition Sky, qui elle est vraiment le tout haut de gamme avec l'équipement complet. Mais vraiment, on n'a pas le moindre insert coloré.
tout est très très noir, on n'a même pas une petite touche de chrome pour relever un peu le niveau, à part peut-être ici sur la commande du volume du multimédia. Mais tout est vraiment très noir, c'est très terne, c'est très austère. Et là aussi, ça tranche radicalement avec les petits inserts et les petites connotations de couleurs vives qu'on peut retrouver sur un Kona. Au volant, forcément, ce Bayonne est très proche de la Hyundai i20, puisque on retrouve la même position de conduite. On a bien sûr cette garde au sol un petit peu plus élevée qui joue légèrement sur le comportement routier avec une prise de roulis un petit peu plus marquée. Malgré tout, l'amortissement reste relativement ferme sur notre version d'essai. Mais pour le reste, on a vraiment une sensation de conduite très très proche de celle de la compacte et c'est bien logique donc. Et donc pour une familiale, on a quelque chose de tout à fait convaincant. L'amortissement est bien calibré, ça filtre suffisamment sans se vautrer dans les courbes, mais c'est quelque chose de tout à fait neutre, c'est-à-dire que la conduite ne dégage rien de spécial. C'est un inconvénient pour certains, mais également un avantage, puisque ça permet à chacun d'avoir une voiture dans laquelle on aura un comportement sécurisant et confortable. Et finalement, c'est bien tout ce qu'on demande à un véhicule tel que ce petit SUV. Le modèle qui nous occupe aujourd'hui est équipé du petit moteur 1000 TGDI de 100 chevaux, un moteur qui, fidèle à lui-même, se montre assez vibrant au ralenti et à l'arrêt, c'est-à-dire qu'on a pas mal de vibrations qui remontent dans le volant, dans la boîte de vitesse. On a aussi ce petit pétillement sonore, si je puis dire, assez caractéristique d'un moteur 3 cylindres comme celui-ci. Maintenant, en termes de performance ou de prestation, en tout cas, il se montre toujours très convaincant, avec une disponibilité qui est mieux paramétrée qu'auparavant, je trouve. C'est-à-dire que désormais, on n'a plus peur de descendre un petit peu en dessous des 2000 tours minute. Avant, il ne se passait absolument rien. Maintenant, on a quand même des reprises qui sont assez correctes. Et puis quand on veut adopter une conduite un peu plus dynamique, le moteur répond présent, la puissance, le couple sont là. Donc ça, c'est plutôt agréable et ça fait preuve d'un réel agrément routier à nouveau lorsqu'on tient compte de l'usage qui sera fait de cette voiture. La commande de boîte est plutôt agréable, même si elle est légèrement accrocheuse, mais vraiment rien de bien grave. Et puis on dispose de 3 modes de conduite qu'on peut donc sélectionner ici via le petit sélecteur au pied de la console centrale. On a donc le choix entre éco, confort et sport. Et très sincèrement, c'est loin d'être indispensable parce que ça raffermit juste légèrement la direction et ça accentue peut-être très légèrement la réponse à la pédale d'accélérateur. Mais très honnêtement, c'est vraiment quelque chose, je pense, que sur un véhicule familial comme celui-ci sera très très peu utilisé par les clients. L'affichage sur la dalle personnalisable face au conducteur diffère bien sûr selon le mode de conduite choisi, c'est-à-dire qu'on aura une couleur bleutée sur le mode éco, un gris argenté plus chic sur le mode confort et bien évidemment du rouge pour le mode sport. Et puis précisons s'il le fallait que bien sûr toute la panoplie des aides à la conduite est ici disponible. On a bien sûr une alerte de franchissement involontaire de ligne avec correction active, donc un système qu'on n'oubliera pas de désactiver lorsqu'on sera sur un parcours un petit peu sinueux, sinon ça devient vite insupportable. On aura bien sûr les capteurs d'angle mort, le régulateur de vitesse actif avec conduite semi-automatisée, l'aide au freinage d'urgence évidemment. Enfin voilà, vraiment toute la panoplie des aides à la conduite qu'on est en droit d'attendre d'un véhicule moderne aujourd'hui et qui ne sert pas toujours à grand chose. Côté consommation, l'ordinateur de bord affiche 7,4 litres au 100 km. C'est une moyenne qui est tout à fait honnête compte tenu du parcours qu'on a effectué, puisqu'on a suivi le roadbook fourni par Hyundai, qui était un roadbook en milieu rural principalement, avec beaucoup de changements de direction, d'accélération, de freinage. Donc 7,4 litres, c'est plutôt honnête, et on sait que sur un parcours qui sera plus roulant, on pourra facilement baisser cette moyenne de 1 litre à 1,5 litre au 100 km pour nous faire tourner vers les 6 litres au 100. Au final, que va-t-on retenir de ce Hyundai Bayonne? Eh bien, je pense que ça va être un SUV qui va remplir parfaitement sa tâche familiale. Il a pour lui une bonne habitabilité, un grand coffre et puis un comportement routier qui est tout à fait sain et sécurisant. Maintenant, c'est aussi un SUV, il faut bien le dire, qui manque un petit peu de peps, que ce soit
dans sa présentation intérieure principalement, mais aussi dans son comportement routier qui ne dégage finalement absolument rien. C'est sain, c'est sécurisant et finalement c'est sans doute tout ce qu'on demande à un véhicule familial, puisque je le rappelle, ceux qui voudront un véhicule un petit peu plus haut en couleur, si je puis dire, sur le plan du comportement et du dynamisme routier, pourront toujours se tourner vers le Kona qui reste bel et bien au catalogue. Au catalogue d'ailleurs, les deux versions seront très proches également en termes de prix. Comptez 24 600 € pour ce Bayonne en finition techno comme celui qu'on essaye aujourd'hui. Et ça, c'est environ 1 200 € moins cher qu'un Kona en finition équivalente. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de ce Hyundai Bayonne en commentaire et si vous trouvez la démarche de Hyundai de proposer deux véhicules sur le même segment légitime ou pas. Et puis posez-nous vos éventuelles questions et comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre le plus complètement possible. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cet essai vous a plu et on se retrouve très vite pour un nouvel essai. Salut!